Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15 heures dans Voici les principaux titres. Inauguration de la nouvelle annexe RPP du quartier 1 et quartier 2. Première visite officielle du directeur général de la FAO en République de Djibouti. Et en actualité internationale, à Gaza, bombardement sur Rafah et Khan Younes et déclaration arabo-islamique concernant le plan Trump. Merci. Aujourd'hui, l'annexe du RPP du quartier 1 et 2 a été inaugurée lors d'une cérémonie présidée par le vice-président du parti. Le Premier ministre et vice-président du RPP, M. Abdelkader Kamel Mohamed. À son arrivée, il a été accueilli par la présidente de l'annexe, par le président plutôt de l'annexe, l'honorable Alizé Chadili. Et en présence du secrétaire général du parti, M. Ilyas Moussa Dawale, de plusieurs membres du gouvernement, du comité exécutif ainsi que des parlementaires. D'une vaste superficie, cette annexe flambant neuve qui ouvre désormais ses portes aux militants est le fruit de la volonté politique du président du parti, président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et l'implication constante de l'honorable Alizé Chadili qui a investi dans cette initiative. Cette inauguration s'inscrit dans un vaste programme de construction d'annexes engagé par le RPP, témoignant de la détermination du parti à renforcer les liens, le dialogue et la proximité avec sa base et la population. Fruit d'un long travail, cette réalisation illustre la volonté de poursuivre l'engagement au service des aspirations du peuple pour bâtir une société forte, unie, prospère et plus équitable et solidaire. Ces lieux sont destinés à devenir des espaces de formation et d'épanouissement pour la jeunesse, mais aussi des centres de réflexion, d'échange et d'action sociale. Merci. Nous allons suivre le reste de ce sujet dans nos prochaines éditions
Toujours en actualité nationale, mesdames et messieurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a pris part à la 5e édition du sommet mondial sur l'éducation à Istanbul. Il était accompagné de M. Abdelkader Dahir Adan, inspecteur de l'éducation nationale, et de M. Nasser Ali Ahmed, conseiller technique. À son arrivée, il a été accueilli par M. Mahmoud Ozdil, président de la Fondation internationale turque Ma'arif, ainsi que d'autres dignitaires. Placé sous le thème « Guérir le monde par l'éducation », le sommet a rassemblé de nombreuses personnalités, dont la première dame de Turquie, Emine Erdogan, et la première dame de Syrie, Latifa Al-Doubri. Ces rendez-vous ont été marqués par la présence de plusieurs ministres de l'éducation, faisant de M. Moustapha Mohamed Mahmoud l'invité d'honneur de la Fondation Ma'arif. À une époque où l'éducation doit être équitable et accessible, ce sommet a souligné l'importance de l'apprentissage dans la réduction des inégalités. Organisé par la Fondation turque Ma'arif, l'événement s'est ouvert le 2 décembre 2025 au Centre culturel Atatürk. L'objectif principal était de créer une plateforme d'échange stratégique à travers des panels de haut niveau, des dialogues d'experts et des sessions consacrées pour la jeunesse. Dans son discours d'ouverture, la première dame Emine Erdogan a exprimé des préoccupations fortes concernant les dérives technologiques. L'intelligence artificielle, censée favoriser l'avancement scientifique, est devenue un outil de guerre. Il a également salué l'engagement de la première dame de Syrie envers l'éducation, la qualifiant de figure essentielle pour sa promotion dans son pays. Emine Erdogan a exprimé sa conviction que grâce aux efforts conjoints de la Turquie et de la Syrie et au travail de la Fondation Ma'arif, l'infrastructure éducative syrienne pourrait être reconstruite plutôt, effaçant ainsi les cicatrices laissées par les conflits. Toujours donc dans le volet éducation, lors du sommet de l'éducation d'Istanbul centré sur le thème « Guérir le monde par l'éducation », Djibouti, le Sénégal et le Mali ont présenté des réformes clés pour répondre aux défis engendrés par les conflits et les crises sociales, économiques et environnementales. Cet événement, présidé par la première dame de Turquie, a été marqué par un panel ministériel de haut niveau où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a figuré comme invité d'honneur. Les discussions se sont focalisées sur comment guérir le monde avec l'éducation en s'appuyant sur les expériences et initiatives des pays présents. Face à la question des conditions sociales et mondiales pour une transformation authentique, le ministre a souligné que sans éducation de qualité, aucune transformation n'est possible. Toutefois, il a précisé qu'une réforme sociale plus large est indispensable car l'école à elle seule ne peut guérir le monde. Il a mis en avant l'éducation comme un levier essentiel de cohésion, de résilience et de justice sociale, élément prioritaire dans le projet de société du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Pour illustrer ses propos, il a cité les initiatives majeures instaurées sous le leadership du président, notamment la lutte contre la pauvreté, le renforcement des liens entre citoyens et institutions, la réduction des disparités de genre et l'amélioration de l'insertion des jeunes. L'accent a également été mis sur l'inclusion et l'équité dans l'éducation. Absorbant la question sur le type de transformation nécessaire, le ministre a insisté sur la refonte du métier d'enseignant axé sur la qualité et l'inclusion tout en appelant à une coopération internationale égalitaire et bénéfique pour tous. Toujours, mesdames et messieurs, dans ce sujet de l'éducation, à présent, je vous propose de suivre l'extrait du ministre de l'Éducation. Je crois profondément au pouvoir de l'éducation pour guérir une grande partie des blessures du monde, mais elle ne peut le faire de manière isolée par rapport au reste de la société. Et d'après mon expérience, sans éducation de qualité pour tous, aucune transformation durable n'est possible. Mais aussi, sans transformation plus large de nos sociétés, l'école à elle seule ne peut vraiment tout faire. Dans mon pays, nous avons fait clairement le choix de faire de l'éducation une priorité de l'État. Et à partir de la réalité de Djibouti, je voudrais ici énumérer les multiples maux du monde auxquels l'éducation peut réellement apporter des réponses. D'abord,
sur la pauvreté et l'injustice sociale. Lorsque l'école donne à chaque enfant, fille comme garçon, en ville comme en zone rurale, les apprentissages fondamentaux du numérique et des compétences de vie, elle brise déjà le cercle de la pauvreté et de l'injustice, et l'école est vue comme une promotion sociale. Le deuxième mot que l'éducation peut apporter une remède, c'est également la rupture de confiance entre les citoyens et les institutions et la violence. Aussi, l'autre point très important qui aujourd'hui qui touche un peu aussi bien Djibouti qu'également dans le monde, c'est également les inégalités du genre. À travers l'éducation, chaque fille qui va au bout de son parcours éducatif, c'est moins de mariages précoces, moins de mortalité maternelle, plus de revenus pour la famille, plus de leadership féminin dans la société. Et donc, éduquer les filles n'est pas seulement une exigence de justice, mais c'est aussi un accélérateur de développement pour l'ensemble du pays. Les curricula, les programmes que nous enseignons à nos enfants sont des programmes conçus par des Djiboutiens. C'est un programme djiboutien qui est bien sûr qui répond aux aspirations économiques et sociales de ces enfants. Donc, également les manuels scolaires sont contextualisés. Vraiment, l'enfant, à travers ce manuel scolaire, il se retrouve, qu'il soit dans les régions de l'intérieur ou qu'il soit dans la capitale. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, Djibouti a officiellement clôturé hier les travaux de l'adoption ministérielle de la stratégie de prévention de la pollution plastique de l'IGAD grâce à l'économie circulaire et aux approches de la source la mer 2026-2035 organisée depuis le 2 décembre au Kempinski Hotel. Cette réunion régionale portée par l'IGAD a rassemblé des représentants des États membres, des diplomates, des experts et des autorités nationales autour d'un objectif commun de protection de l'environnement et de gestion durable des déchets plastiques. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre djiboutien de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussahelem, en présence du représentant du secrétaire exécutif de l'IGAD, ainsi que des ambassadeurs du Kenya, de l'Éthiopie et de la Somalie. Cette forte présence diplomatique témoigne de l'importance régionale accordée à cette initiative considérée comme essentielle pour la prévention des milieux marins et côtiers pour la santé des populations. Dans son discours de clôture, le ministre Helem a salué le consensus obtenu autour de la stratégie 2026-2035, soulignant que la lutte contre la pollution plastique constitue désormais une priorité collective. De l'IGAD. À présent, je vous propose de suivre l'allocution du ministre de l'Environnement. Sous l'impulsion de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, notre pays réaffirme avec détermination son engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre la pollution plastique. La lutte contre la pollution plastique n'est plus pour nous une simple préoccupation écologique. Elle est devenue une priorité stratégique, un pilier de notre souveraineté environnementale et un marqueur de notre ambition régionale. Il n'est plus nécessaire de rappeler que la pollution plastique constitue un défi environnemental majeur. Chaque année, des millions de tonnes de plastique contaminent nos océans, nos rivières et nos sols, compromettant la biodiversité, fragilisant des écosystèmes et menaçant la sécurité alimentaire de nos populations. Face à cette réalité, il est impératif que les États membres de l'IGAD agissent de manière coordonnée et stratégique, en renforçant la gestion des déchets, en promouvant des alternatives durables et en harmonisant l'ère politique, environnementale et économique. C'est par la coopération, le leadership et la volonté politique que nous pourrons protéger nos écosystèmes, soutenir nos économies et garantir la santé et le bien-être de nos populations, pour le bénéfice des générations présentes et futures.
Toujours en actualité nationale, comme je l'ai précisé dans le début de ce journal, dans les titres, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Mer, chargé de ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a accueilli Dr Q Dongyou, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, communément appelée FAO, pour une visite officielle de 2 jours en République de Djibouti. Cette visite, la première du directeur général dans le pays, témoigne du renforcement du partenariat stratégique entre Djibouti et le FAO, ainsi que de l'engagement commun à transformer durablement les systèmes agroalimentaires, renforcer la résilience climatique et promouvoir une sécurité alimentaire inclusive et équitable. Un accueil officiel au plus haut niveau. À son arrivée à l'aéroport international du Djibouti, le directeur général de la FAO a été accueilli par Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Mer, chargé des ressources halieutiques, des hauts responsables du gouvernement, Monsieur Kouami, représentant de la FAO en République de Djibouti, ainsi que des équipes techniques de la FAO. Le ministre a salué la collaboration étroite et continue entre la République de Djibouti et le FAO qui accompagne le pays dans la modernisation de son agriculture, la gestion durable et des ressources naturelles et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés rurales. Une cérémonie officielle a marqué la clôture de 8 sessions de formation assurées par des instructeurs de l'armée de carabinerie italien au profit des gendarmes djiboutiens. L'événement organisé au centre d'instruction Cheikh Moussa témoigne du renforcement continu de la coopération militaire et technique entre la gendarmerie nationale de Djibouti et la carabinerie italienne. Co-présidé par le général de corps d'armée Torelli Salimeli, représentant le commandant général de l'armée des carabineries, et le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. La cérémonie a réuni de nombreux officiers supérieurs des 2 institutions. À son arrivée, le général Torelli a reçu les honneurs du piquet mis en place en son hommage avant d'être accueilli au salon d'honneur du centre de conférence par le chef d'état-major de la gendarmerie. Les 2 responsables ont ensuite eu un entretien bilatéral suivi d'une présentation institutionnelle de la gendarmerie djiboutienne dans la grande salle de conférence. Une vidéo retraçant les moments forts de la formation en gestion de foule dispensée aux membres de la FPU-4 a également été projetée. Les autorités se sont ensuite déplacées sur la place d'armes où la troupe rassemblée en ordre impeccable attendait le début de la cérémonie militaire. Après les honneurs rendus au drapeau, les hymnes nationaux italiens et djiboutiens ont été entonnés, puis les 2 chefs militaires ont passé en revue les différents détachements. La remise officielle des certificats aux stagiaires ayant complété les 8 formations a ensuite eu lieu, suivi des allocutions de 2 autorités qui ont salué la rigueur, l'engagement et la coopération exemplaire entre les forces partenaires. Un moment particulièrement apprécié de l'assistance a été la démonstration dynamique exécutée par les membres de la FPU-4, mettant en avant leur maîtrise des techniques de maintien de l'ordre acquises durant leur formation. La visite du général Torelli s'est poursuivie à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, communément appelée EU3PJ, où il a rencontré des stagiaires issus des pays partenaires engagés dans les formations de directeurs d'enquête et de techniciens en identification criminelle. Le déplacement s'est conclu par une visite des laboratoires scientifiques de l'école, illustrant le haut niveau de développement technique et pédagogique de l'institution. Le chef de corps de la carabinerie Torelli s'est exprimé et a dit en premier lieu, le commandant général de l'armée dans le cadre de la cérémonie c'est particulièrement remercié et a dit que c'est particulièrement agréable. Le général de corps d'armée Salvatore Luongo tient donc à exprimer ses salutations les plus distinguées, a-t-il souligné, et à témoigner de sa gratitude envers les autorités et les citoyens de ce pays qu'il considère avec une estime et une admiration profonde. Il convient de saluer, a-t-il dit, avec le plus grand respect le colonel Hassan Adan Zakaria, chef d'état-major, il a dit donc de la gendarmerie, et de lui exprimer notre gratitude pour le soutien inébranlable qu'il a fourni à la mission. La proximité de cette collaboration, a-t-il dit donc, qui s'est développée au fil des années, atteste de son importance et de son rôle central dans le cadre de la coopération en matière de sécurité dans notre pays.
Le présent parcours qui trouve son aboutissement cette journée contribue à consolider, elle a dit, donc, les relations d'amitié et d'estime qui existent entre la gendarmerie et la carabinerie. À présent, je vous propose de suivre l'allocution du colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Nous sommes réunis ce matin, cet après-midi, à l'occasion de la cérémonie marquant la phase de transformation conduite dans le cadre de la MIADIT 23, au profit des personnes issues des diverses unités de la gendarmerie djiboutienne. Résultat d'une longue et fructueuse collaboration, le programme MIADIT participe depuis une dizaine d'années. Je sais à différents niveaux à la qualification des personnels de l'institution. Pour la présente session qui se clôture, c'est environ 200 gendarmes qui ont initié des formations en développant notamment le maintien de l'ordre, police technique, dactyloscopie, conduite, motocycliste, la police judiciaire pour le personnel féminin, les taux de documents, le constat d'accident, la lutte contre la criminalité organisée et la protection rapprochée. La gendarmerie, comme vous le savez, déploie une EPI au sein de la mission des Nations Unies en son atout. L'apport des camarades de l'arme des carabinieri pour le plan de la préparation opérationnelle des différentes rotations dans le cadre de la MIADIT reste particulièrement essentiel. Au général, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude de la gendarmerie nationale à l'endroit du général de corps d'armée, Salvatore Young, commandant général de l'arme des carabinieri italienne, pour tout le soutien constant apporté par les experts carabinieri dans l'engagement remarquable mis pour la pérennisation des rapports solides existants entre nos deux institutions. Je voudrais enfin féliciter tous les stagiaires pour leur participation active à leur formation, en les encourageant à continuer les enseignements acquis. Terminé. Je voudrais renouveler ma satisfaction de l'évolution constante des échanges de partenariat entre nos deux institutions sœurs. Je vous remercie de votre attention. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle, a organisé une série de sensibilisations et de prévention au sein des établissements secondaires durant cette semaine par l'appui du FUNIAP. À cette occasion de première semaine de décembre, une semaine d'activités de sensibilisation, d'échange et de débat a été organisée par l'équipe du programme de lutte contre le VIH-Sida en collaboration avec le centre de référence Younis Toussaint et la direction générale de la scolarité. Ces activités se sont déroulées auprès des jeunes du collège du Stade, l'ensemble des lycées publics de la capitale et le lycée français Kessel. Les cibles étaient les personnels de la vie scolaire, le club santé et les élèves de ces établissements. Elle avait pour objectif de renforcer leur connaissance sur la prévention du VIH et de promouvoir des comportements responsables. Le thème retenu cette année, surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, appelle les pays, les communautés et les partenaires à renouveler leur engagement, encourager l'innovation, intégrer les services liés au VIH dans les programmes de santé plus larges, lutter contre la stigmatisation et les barrières structurelles et intensifier les efforts pour mettre fin à l'épidémie. Il est à rappeler que le dépistage, le traitement et le suivi du VIH-Sida sont entièrement gratuits dans l'ensemble des structures sanitaires du pays. L'ensemble des chefs d'établissement ont exprimé leur satisfaction et ont sollicité la continuité des activités de sensibilisation au sein des établissements scolaires. La semaine nationale a été clôturée au centre Younis Toussaint par le secrétaire général du ministère de la Santé en présence du directeur du centre, de la directrice des programmes prioritaires, des conseillers du ministre et des cadres du département. Dans son allocution, le secrétaire général, M. Mohamed Ali Mohamed, a réaffirmé l'engagement du ministère de la Santé et a intensifié les actions de prévention et la mobilisation communautaire, en particulier auprès des jeunes acteurs clés de la riposte nationale contre le VIH. Transmettre les sensibilisations les plus importantes.
À l'instar des autres pays du monde, le ministère de la Santé de Djibouti a célébré la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida, instituée pour rappeler la menace persistante que représente cette pandémie, sensibiliser les populations et mettre en lumière les efforts déployés en matière de prévention et de prise en charge. À l'occasion de la commémoration du 1er décembre, une semaine d'activités de sensibilisation, d'échange et de débat a été organisée du 1er au 7 décembre 2025 par l'équipe du programme de lutte contre le VIH, le VIH-Sida, en collaboration avec le centre de référence Younis Toussaint. Ces activités se sont déroulées auprès des jeunes de l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Institut français de Djibouti en présence de la directrice de l'Institut et la représentante de l'OMS. Elle avait pour objectif de renforcer leurs connaissances sur la prévention du VIH et de promouvoir des comportements responsables. Le thème retenu cette année, surmonter les perturbations, transformer la riposte, appelle les pays et les communautés et les partenaires à renouveler leur engagement, encourager aussi l'innovation. Il est à rappeler que le dépistage, le traitement et le suivi du VIH-Sida sont entièrement gratuits dans l'ensemble des structures sanitaires du pays. À présent, mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter l'allocution du secrétaire général. Et donc, il est important que les gens fassent de la prévention. Et nous constatons que pour lutter contre cette maladie, nous devons souvent sensibiliser la population, expliquer à la population, avoir l'adhésion de la population. Et donc, chaque année, en décembre, nous essayons de nous réunir pour nous rappeler de cette maladie, mais aussi pour nous rappeler de toutes les personnes qui nous ont quittés, que cette maladie a fauché, que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Les professionnels, les techniciens sont à la disposition de la population. Le diagnostic est fait aujourd'hui à travers le pays, partout, dans tous les centres de santé. Et le gouvernement de la République du Djibouti fait tous les efforts pour prendre en charge cette maladie. Et nous demandons à la population de faire attention. Vous savez aujourd'hui comment cette maladie se transmet, comment cette maladie peut faire des dégâts dans la communauté. Donc à vous maintenant de vous prendre en charge. Autour duquel le développement durable de la République fédérale démocratique se réinvente dans la diversité. L'ambassadeur donc s'est exprimé en ce sens et a dit « C'est un grand plaisir pour nous de fêter aujourd'hui le 20e anniversaire des nations et des nationalités des peuples éthiopiens au moment où notre pays connaît un développement dans tous les secteurs des activités. Nous ne ménageons aucun effort à souligner pour travailler avec nos partenaires pour rendre notre développement effectif. Nous, Éthiopiens vivant en dehors du pays, nous partageons cet esprit de fête et nous restons unis avec nos concitoyens vivant dans le pays. À présent, je vous emmène à Arta, signature d'une convention d'accord de financement pour la construction d'une cuisine d'application moderne au sein du lycée hôtellerie d'Arta. La salle de réunion de la préfecture de la région d'Arta a abrité une cérémonie de signature d'une convention d'accord de financement dédiée à la construction d'une cuisine d'application moderne au sein du lycée hôtellerie d'Arta entre l'association Action entre Aide d'Arta et l'ambassade du Japon à Djibouti qui ont procédé à la signature. L'événement s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités, à savoir Hassan Dabeli, le préfet de la région d'Arta, accompagné du président du conseil régional, Elmi Bouhgoudadi, du directeur central des régions pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Moussa Mohamed Ali, ainsi que les membres de l'association. En effet, ce financement japonais à hauteur de 12 856 400 francs Djibouti visera à doter le lycée d'hôtellerie d'Arta d'un espace de travail supplémentaire pour les apprenants, à savoir une cuisine d'application moderne qui sera perçue comme un outil essentiel
pour hisser l'établissement au rang de lycée d'excellence dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration. Mesdames et messieurs, de là nous passons à l'actualité internationale, plutôt bombardement sur Rafah et Khan Younes et déclaration arabo-islamique concernant le plan Trump. Au 57e jour du début du cessez-le-feu à Gaza, des médias israéliens ont rapporté que des fortes explosions avaient été entendues dans les villes du centre d'Israël en raison de la démolition des bâtiments dans la bande de Gaza par l'armée. Cela intervient alors que l'armée israélienne continue de mener des raids sur plusieurs zones de la ville de Rafah dans la sud de la bande de Gaza. Des sources médiatiques ont indiqué que l'artillerie de l'occupation avait bombardé les maisons de citoyens dans les zones de la ligne jaune au nord-est de la ville de Khan Younes, dans le quartier de Shaga à l'est de la ville de Raza. L'occupation a fait exploser des immeubles résidentiels situés à l'intérieur de la ligne jaune. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.